matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir Bernard Wicht. Bonjour. Bonjour. Et pardonnez-moi d'abord pour notre retard, mais on va pouvoir décaler dans l'autre sens si vous le voulez bien. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie militaire à la faculté des sciences politiques de l'Université de Lausanne, auteur notamment de Ce que l'Ukraine nous dit de la guerre qui vient. Ça, c'était aux éditions Perspectives Libres. Et donc aujourd'hui, vous présentez ce livre, Guerre en Europe, gang. Contre milices privées aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait tout à l'heure un débat, un corps à corps concernant ce documentaire qui a été publié par TMC sur la menace russe que pointe du doigt Emmanuel Macron. Et finalement, votre livre arrive comme une réponse bien plus enrichissante, bien plus nuancée et à mon avis, qui permet véritablement d'ouvrir des portes sur les véritables menaces qui nous concernent aujourd'hui. Et ce que vous dites, en fait, mais je vais vous donner la parole très vite, c'est de dire méfions-nous des vieux schémas de la guerre froide parce qu'on a toujours tendance à comprendre notre présent par rapport à notre histoire passée. Et finalement, aujourd'hui, nous sommes dans une menace différente, une menace qui est plus intérieure, qui est plus diffuse, avec un effacement des armées régulières au profit de combattants qui sont des irréguliers ou des criminels, ou les deux, d'où cette histoire de gangs et de milices privées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Bernard Wicht ? Oui, c'est effectivement le cas en prospective militaire. Le grand risque, c'est de penser la guerre prochaine dans les termes de la précédente. Oui. Le problème, c'est qu'à partir de cette erreur de base, que l'on retrouve, qui n'est pas propre à notre période, que l'on retrouve pratiquement tout au long de l'histoire militaire, en tout cas celle qui est bien documentée, on retrouve ce problème-là. Et donc, avec ça, on prépare la guerre d'avant-hier et non pas celle d'aujourd'hui. Alors, pourquoi je dis ça et j'insiste là-dessus? Parce que à l'heure actuelle, on agite l'épouvantail russe. À chaque fois qu'ils remettent une base en service, on dit attention, ils vont attaquer la Finlande, attention, ils vont attaquer l'Estonie, etc., etc. Mais n'oublions pas que la Russie, et c'est pas une critique, c'est un constat, n'a même pas lancé une grande offensive en Ukraine pour s'emparer des territoires qu'elle considère comme appartenant à l'espace géopolitique et russe. Pourquoi? Parce que, et ça c'est pas moi qui le dis, Emmanuel Todd l'a dit et répété abondamment, en raison d'un problème de dénatalité. Alors, si Oui. déjà à ce moment-là, on a une Russie qui ne va pas beaucoup plus loin parce qu'elle cherche à économiser ses effectifs, on a quand même un peu de peine à penser qu'elle puisse se lancer dans une immense aventure qui l'amènerait du côté des plaines d'Allemagne du Nord ou voire même du Rhin. Donc ça, c'est pas très cohérent. Et puis, donc ça, et donc là, on est en plein dans un copier-coller des scénarios de la guerre froide. La guerre froide qui s'est terminée maintenant, rappelons-le, il y a bientôt 40 ans. Or, depuis, l'art de la guerre, c'est comme la technologie, c'est comme le commerce, ça évolue, ça se transforme complètement. Tout à l'heure, l'intervenant précédent soulignait le problème du contrôle numérique. C'est une chose qui n'existait pas du tout il y a 40 ans. Donc, les sociétés, et c'est une transformation fondamentale. Et donc, les sociétés se transforment et n'oublions pas que la guerre est un phénomène social global. Elle est le reflet des sociétés et non pas seulement, je dirais, question d'équipement, d'armement, de technologie à vocation militaire. Donc, ça, c'est la première chose qui m'inquiète, c'est qu'on est en train, avec cette espèce de focalisation sur une réapparition de la menace russe, on court vraiment le risque de préparer la guerre d'avant-hier. Oui. Oui. Oui, non, mais je vous écoute. Mais donc, si on est sur la guerre d'avant-hier, on ne comprend pas la guerre d'aujourd'hui. Or, vous dites, finalement, le nouveau défi aujourd'hui, c'est une menace de l'intérieur. Quelle est cette menace de l'intérieur ? Alors, il faut se rendre compte que l'art de la guerre s'est complètement transformé. Hein. Vous l'avez dit en présentant mon ouvrage, c'est que les armées régulières fondent comme neige au soleil. En revanche,
toute la dimension irrégulière de la guerre, celle qu'on a connue sous forme des guérillas révolutionnaires dans l'après-guerre. Maintenant, cette dimension irrégulière, elle s'est doublée d'une dimension criminelle pour des raisons essentiellement économiques, parce que l'économie grise permet d'entretenir ces différents groupes irréguliers. Et nous avons aux portes de l'Europe, avec le conflit en Syrie, qui s'étend au Liban, qui s'étend à l'Irak, nous avons un bassin de forces irrégulières, de combattants irréguliers qui ne demandent qu'à être engagés pour différentes opérations. Oui. Regardons ce qui s'est passé dans le Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan n'a pas engagé directement son armée. Alors certainement qu'elle était présente, mais c'est essentiellement des mercenaires recrutés, des mercenaires des anciens djihadistes ou toujours djihadistes recrutés en Syrie, Irak. Ce sont des mercenaires turcs qui ont repris le Haut-Karabakh. Et donc, on retrouve ce scénario où les États font la guerre soit par procuration, soit la font avec des forces mercenaires qui ne sont plus intégrées à l'État, comme ce fut le cas sous l'Ancien Régime, avec notamment pour la France les fameux régiments suisses, pour les autres, les régiments de lansquenets allemands, etc. Là, on a un mercenariat qui est de plus en plus anarchique, qui est de Oui. plus en plus orienté, idéologisé, et qui est prêt à se vendre au plus offrant. Oui. Et l'économie grise est on va dire un carburant incroyablement efficace pour tous ces combattants. Alors, et ce qui est intéressant, alors, par exemple, sur le conflit russo-ukrainien, vous vous rappelez que finalement, ceux qui ont le plus participé, les forces armées qui ont le plus participé, c'est le bataillon Wagner côté russe et Azov côté ukrainien. Donc, à chaque fois, c'est ces milices, on va dire, privées qui sont recrutées ou privées, semi-privées. Enfin, parfois, c'est avec Azov, par exemple, c'est moins clair. Euh, et alors, ce qui est intéressant également, ça c'est un des éléments que vous mettez en avant, c'est cette guerre par procuration et par milice. Et il y a aussi le fait que finalement, ces milices ne travaillent pas forcément pour un État reconnu, mais parfois, donc, comme vous le dites, c'est plus idéologisé, c'est plus diffus. Et finalement, on n'est plus dans ce schéma de État contre État. Il peut y Non. avoir, au sein même d'un État français, plusieurs, on va dire, de milices qui combattront pas pour les mêmes intérêts. Alors, il faut se rendre compte qu'on est dans des scénarios où on a de plus en plus de guerres sans État. Oui, c'est ça. Et ça, on a énormément de peine à le concevoir en Europe occidentale, que ce soit au niveau des états-majors, que ce soit au niveau des ministères de la Défense, que ce soit au niveau des experts en stratégie. On continue encore et toujours d'envisager la guerre conventionnelle. Et d'ailleurs, le leitmotiv à l'heure actuelle, c'est armons-nous contre la Russie. Mhm. Donc, on n'a pas pris conscience que l'on peut avoir des guerres sans État qui sont tout aussi meurtrières, si ce n'est plus, que les guerres entre États. Et ce que vous venez de dire, eh bien, c'est patent. Alors, du côté russe, alors non seulement on a eu les Wagner qui ont soutenu les combats de Bakhmout qui étaient les plus meurtriers, et si on se souvient, avant Bakhmout, il y a eu Mariupol, et là, ce sont les milices tchétchènes qui ont combattu en première ligne et donc qui ont subi les pertes les plus importantes. Et côté ukrainien, c'est exactement la même chose, si ce n'est pire. Oui. Donc là, on doit prendre conscience de ces changements fondamentaux dans les acteurs du champ de bataille. Oui. Les armées régulières ne représentent vraiment plus grand-chose. Regardez l'effondrement syrien, c'est une nébuleuse de groupes armés, djihadistes, mercenaires, etc., qui réussit à se fédérer, qui ne lance pas une offensive de grande envergure, type Deuxième Oui. Guerre mondiale ou scénario à la guerre froide, mais qui fait un raid éclair, qui fait s'effondrer un régime que plus personne ne veut défendre. Donc, alors, l'Europe n'est pas la Syrie, mais ce sont ça, les nouveaux scénarios de guerre que l'on peut identifier un peu partout. Oui. Et il ne faut pas croire que c'est simplement, si on dit guerre irrégulière, alors on s'imagine, oui, des embuscades, oui, des attentats, oui,
des prises d'otages, etc. Non, ça peut aller beaucoup plus loin. Là, je vais peut-être parler d'un ou deux scénarios qu'on a un peu oubliés et surtout très peu étudiés. C'est les sièges urbains qui ont été organisés, planifiés et réalisés par des forces irrégulières. Alors, on a le plus proche, avant que j'en vienne à l'affaire du Hamas du 7 octobre de 2023, on a eu un siège urbain par un groupe djihadiste, le groupe Maoté, sur l'île philippine de Mindanao. C'était la prise de la ville de Marawi. Et si on alors, c'est une infiltration de combattants, mais de combattants qui sont armés comme n'importe quelle force militaire, donc mitrailleuses, lance-roquettes, missiles antiaériens, etc., etc., et qui s'infiltrent dans la ville, qu'ils la saisissent par surprise. Et au départ, qu'est-ce qu'on pense? Ah oui, ça c'est quelques fusillades, etc. Et quand la police intervient, elle se retrouve confrontée à une véritable guerre. Oui. Et donc, ce groupe prend la population en otage comme bouclier, et l'armée philippine, qui n'est pas du tout préparée à ça, parce que normalement elle combat les guérillas en milieu de jungle, de forêt, etc., doit bombarder sa propre population pour arriver à libérer la ville. Et si on extrapole un tout petit peu, si on étend un tout petit peu ce schéma, c'est le schéma du Hamas le 7 octobre 2023. Le Hamas, qu'est-ce que c'est? Eh bien, là, j'en parle, et j'insiste là-dessus, j'en parle strictement en termes militaires, tactiques et stratégiques. Je ne vais absolument pas poser un regard éthique sur ce conflit et ni cautionner le génocide en cours à Gaza, ni cautionner le génocide en cours à Gaza. Vraiment, j'insiste là-dessus. D'accord. En termes européens, qu'est-ce qu'on peut dire? Le Hamas, c'est quelque part une banlieue, une vaste banlieue, en révolte face à un État qui est en situation de dérive autoritaire. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette banlieue en révolte, elle lance un raid le 7 octobre Oui. 2023 pour prendre, non pas des territoires, mais prendre des otages, détruire des infrastructures militaires et se replier dans son réduit. Alors, si on prend ce scénario et qu'on essaye de se détacher du drame humanitaire qui est en train de se réaliser sur place, cette situation-là, on la retrouve un peu partout en Europe. On la retrouve un peu partout en Europe, sauf que c'est plus des groupes politisés, idéologisés de type Hamas, mais ça peut être des groupes criminels. Des groupes criminels qui, rappelons-le, en Europe, ont d'ores et déjà pris le contrôle, ou du moins pris une influence considérable, par exemple en Belgique et aux Pays-Bas, sur les gouvernements et le système judiciaire. Rappelons le fameux raid tchétchène sur un des quartiers de Dijon suite au fait qu'un des leurs avait été brutalisé par les dealers maghrébins qui œuvraient dans ce quartier. C'est un convoi de 200 véhicules qui arrive. 200 véhicules, et dans le coffre de certains, il y avait des RPG-7, donc le fameux lance-roquettes anti-char. Donc on n'est pas très loin. Après les opérations qu'on a vues sur les prisons françaises, c'était pas des actes isolés. On sait bien que c'était totalement planifié. Donc cette menace, il n'y a pas besoin d'aller agiter l'épouvantail russe à l'Est. Cette menace, elle est réellement présente et on a de plus en plus de mal je dirais, à la contenir et surtout, on ne l'identifie Oui, c'est pas. ça. Avant même de la contenir, on ne l'identifie pas, oui. Voilà. Et en prospective, on dit la reconnaissance, c'est-à-dire l'identification du problème précède la connaissance. Oui. Là, on n'a pas reconnu que c'est un élément de guerre sans État. On est encore et toujours en train de dire tout ceci, c'est des violences, des règlements de compte entre bandes, des fusillades, des tueries, des attaques au couteau, etc. Et on se limite à ce côté on va dire, de faits divers dramatiques, et on ne le met pas en scène par rapport à la véritable menace qu'il représente. Donc voilà mon souci, on n'a pas besoin de je ne veux pas dire qu'il faut
considérer que la Russie ne présente aucune menace, mais se focaliser uniquement sur la Oui. menace russe et se dire on va réarmer face à la Russie, on risque de passer à côté d'un autre problème. Oui, oui. Euh, D'ailleurs, je vous cite, hein, vous dites en conséquence, se préparer à une éventuelle attaque russe reste une précaution. C'est ça, c'est une précaution qu'il faut prendre, que les gouvernements ne peuvent pas ignorer. Mais aborder les scénarios concrets déjà à l'œuvre dans nos sociétés est une obligation. Donc en fait, entre la précaution et l'obligation, il y a une nuance que nous, enfin que nos gouvernants ne font pas. Alors justement, je voudrais encore un petit peu rester sur cette histoire de finalement ces banlieues qui sont on appelle ça les bandes. Vous dites finalement qui sont les nouveaux ennemis de l'intérieur qu'on n'arrive pas à identifier, enfin qu'on n'arrive pas en tout cas à cerner comme mettant le vrai danger. Ça, on peut rester un petit peu là-dessus. Et ensuite, il y a deux autres points que vous développez dans la continuation de cette idée. C'est que finalement, l'État, où est-il justement dans cette défense contre ces bandes et contre ces banlieues? Il est relativement absent, alors qu'il est de plus en plus présent, voire totalitaire, peut-être pas totalitaire, mais sur la pente totalitaire, en tout cas, vis-à-vis de ses propres citoyens. Et ça, vous l'analysez également. Et vous exhortez les citoyens tout de même à se diriger vers un chemin de l'autodéfense. Donc, il faut qu'on aille jusqu'au bas de votre conclusion. Mais si on peut repartir des banlieues et de ce système où finalement on est véritablement déjà finalement en danger et que la véritable menace, elle vient alors, des banlieues, de ces bandes en tout cas qui sont capables de sortir, de se battre entre eux, mais aussi qui sont une menace pour pour nous autres, pour l'intérêt commun de chaque État. Est-ce que vous pouvez revenir dessus encore un petit peu et nous expliquer en quoi aujourd'hui c'est le véritable danger? Oui, parce que, alors, j'ai dit, il ne faut pas préparer la guerre d'avant-hier, et on a, avec la dialectique banlieue en révolte, banlieue violente, ou disons marge en révolte, marge violente, et masse désarmée, pacifiée, on a un schéma belligène très clair. Hmm. Et là, il faut rendre hommage à l'historien français Gabriel Martinez-Gros, un spécialiste du Moyen Âge arabo-musulman qui met en évidence cette dialectique qui est une dialectique meurtrière. Alors, il la met en évidence d'abord dans le contexte du Moyen Âge arabo-musulman et de la dynamique de création des empires dans cette région du monde, mais après, il constate que ce schéma belligène, il s'est mis en place en Europe. Il s'est mis en place dans nos sociétés avec comme je disais, une masse de citoyens de plus en plus pacifiés, de plus en plus désarmés, qui payent l'impôt, et à côté des marges belliqueuses, des marges violentes, qui sont plus du tout soumis à l'autorité de l'État et qui Oui, sont prêtes à, je dirais, entrer en confrontation. C'est ce que Martinez-Gros appelle la dialectique producteur-prédateur. oui. Et il dit, plus les producteurs sont pacifiés, plus ils produisent, plus les prédateurs sont violents parce qu'il y a des richesses à prendre. Donc, Oui. ce schéma-là, il est bel et bien identifié dans les sociétés européennes. Et après, on débouche sur la question que vous posez à propos de l'État. Alors, prenons une fois l'exemple du Royaume-Uni. Alors, en été 2024, 3 jeunes filles sont Oui. assassinées. Les gens descendent dans la rue, un peu comme les Gilets jaunes l'ont fait en France. Immédiatement, on les qualifie d'extrême droite. Donc, à partir de ce moment-là, on a eu droit à toute la cartographie des petits micro-mouvements d'extrême droite pour nous montrer que c'était eux qui étaient à l'œuvre et que l'assassin, bon, était sans doute un peu dérangé, mais que c'était surtout l'extrême droite qu'il fallait combattre. Donc, Hmm. en qualifiant immédiatement ces mouvements d'extrême droite et en disant que c'était la volonté de déstabiliser l'ordre public, on a pu les matraquer, on a Les pu mettre en prison. les passer au gaz lacrymogène, etc., etc., Oui, certains sans sont allés en prison pour aucune leurs tweets, etc. retenue. Oui. Et maintenant, quand on voit ce qui se passe, mais en revanche, le même gouvernement, enfin les gouvernements britanniques, qu'ils soient conservateurs ou travaillistes, ont fermé les yeux sur les campagnes de viol de jeunes filles et de jeunes gens qui sont opérées par les gangs pakistanais. Hmm. Et quand Elon Musk, alors je ne suis pas du tout un partisan d'Elon Musk, mais Elon Musk, avant l'élection de Donald Trump, a attaqué directement le Premier ministre Starmer Starmer. en lui disant, vous devez démissionner parce que là, vous avez fermé les yeux sur ce problème. Alors, Starmer n'était que l'un de ceux qui ont Oui. fermé.
Ouais. Mais effectivement, les campagnes de viol ont été, euh, ont touché des milliers de jeunes filles et même de jeunes gens dans les villes britanniques, et le gouvernement a fait comme si de rien n'était. Et à ce sujet, la journaliste suisse Ariane Dayer dit, bah voilà, on a un certain nombre on a un certain pourcentage de la population qui s'accommode de cette situation, et puis pour tous les autres, on a les gaz lacrymogènes. Alors c'est un peu une réflexion à l'emporte-pièce, mais c'est la réalité. Tout à fait. Et d'ailleurs, Et je précise juste qu'on je parlait. reprends Oui, allez-y. je reprends le parallèle avec l'attaque du Hamas, et encore une fois, je dis et je le répète, en rien pour cautionner le génocide en cours à l'heure actuelle à Gaza, qui est une ignominie contre l'humanité. Les populations à proximité de la bande de Gaza qui ont pu éviter les prises d'otages, qui ont pu éviter les fusillades, etc., c'est celle des kibbutz Oui. qui assuraient leur propre euh, sécurité, leur propre garde. Mm. Et ça, avec des moyens extrêmement restreints. Quelques pistolets, quelques fusils. Le tout était que ces gens étaient prêts, et dès qu'ils ont entendu les tirs de roquettes, dès qu'ils ont entendu les bombardements des armes du Hamas, quand je dis bombardement, c'est un peu exagéré, mais enfin les tirs de couverture des unités du Hamas, ils se sont préparés à l'autodéfense et ils ont échappé à ça. Or, pendant ce temps, l'armée israélienne, pourtant extrêmement bien préparée par rapport à ça, était totalement aveugle parce que tout son système de surveillance, vidéo, écoute, etc., avait été mis hors d'état de fonctionner par les attaquants. Et donc, pendant toute cette nuit-là, le commandement israélien était aveugle. Mm. Donc, ça nous montre, et on en vient à cette notion d'autodéfense, il faut se défendre là où on vit. Il faut se défendre là où on vit parce que c'est pas comme dans les westerns, la cavalerie n'arrive pas toujours au bon moment. Donc, et on a des moyens qui ont été mis en évidence à ce moment-là, qui sont extrêmement rudimentaires. On a des familles qui ont résisté avec le père et le fils qui étaient armés tous deux d'un pistolet automatique et qui ont tenu pendant toute la nuit. Alors on va me dire, mais pourquoi? Mais c'est complètement irréaliste, c'est de la propagande, etc. Non, parce que le raid, quand on lance un raid comme le Hamas l'a fait le 7 octobre, dans la nuit du 7 octobre, c'est une opération rapide. C'est une opération où on veut éviter la résistance. On a des objectifs très précis. En l'occurrence, c'est détruire les infrastructures de surveillance de l'armée israélienne et prendre des otages. Tout ce qui est résistance et qui peut ralentir Oui. ce mouvement est évité. Ça, c'est Un je dirais, classique. Oui. Oui. un simple principe tactique dans un raid. Le but, c'est pas d'engager le combat, le but, c'est d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Mais c'est comme le cambriolage d'ailleurs. Souvent on dit le cambriolage, le but c'est de freiner un peu parce que dès qu'il rencontre comme l'opération doit être rapide, dès qu'il rencontre un peu de frein, il préfère passer ailleurs. Exactement, Oui. exactement. Donc là, l'autodéfense, il ne s'agit pas de dire, voilà, on s'autodéfend, on fait des zones sans police, etc. Mais l'autodéfense, ça veut dire, par exemple, ce qu'on appelle en anglais le neighbor watch, le simple fait qu'on on regarde un petit peu la maison du voisin, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas habituel, Oui. etc. Par exemple, au Mexique, parce qu'alors, on s'achemine assez fort, rapidement vers une situation à la mexicaine où l'armée, je dirais, bon, on ne sait pas vraiment qui elle protège, mais n'oublions pas que la guerre du Mexique, la narco-guerre du Mexique a fait au moins autant de morts que la guerre civile en Syrie. Ah oui. Le Mexique est un peu plus grand, mais enfin, Euh, au moins autant de morts. Et là, on a des exemples assez intéressants dans des petites villes. Les citoyens se mobilisent, ils ne sont pas nécessairement en armes, ils se mobilisent pour surveiller les allées et venues et éviter que des dealers, des trafiquants de drogue s'installent. Et dès qu'ils repèrent des gens, ils font pression sur la police pour qu'elle fasse son travail. hmm. Donc, on a une logique d'autodéfense qui n'est pas une logique de révolution, qui n'est pas une logique de révolte, mais une logique de protection
Et c'est aussi un moyen de reconstruire une solidarité, une cohésion sociale au niveau, je dirais, de base de nos sociétés. Alors, il y a tout de même, on peut tout de même, et à travers la lecture de votre livre, interroger la responsabilité de l'État qui, vous avez cité notamment ce cas évidemment en Grande-Bretagne des manifestants en réaction à ces trois filles qui ont été tuées, assassinées par des migrants. Euh, C'était eux qui ont été le plus punis finalement. On a l'impression que ceux qui manifestaient contre la tuerie de trois petites filles étaient plus dangereux que ceux qui tuaient les trois petites filles. Enfin, le récit, le narratif a été complètement inversé. Et on voit bien que c'était la responsabilité de l'État. En France, on peut se poser la même question, on le voit et vous le décrivez dans votre livre, c'est-à-dire qu'on est dans une tendance de plus en plus autoritaire, de contrôle du citoyen de plus en plus importante. On parlait du numérique tout à l'heure, on n'a jamais été aussi contrôlé et pourtant, et les chiffres sont rappelés dans votre livre, le terrorisme, l'objectif normalement final de ce contrôle, c'est de pouvoir empêcher les terroristes d'agir, comme d'ailleurs le dit Gérald Darmanin pour l'histoire de l'argent, de la fin de l'argent liquide. L'objectif annoncé est de pouvoir lutter contre les trafiquants de drogue. Bon, alors on nous annonce toujours de la lutte contre ces bandes que vous appelez finalement des gangs ou des milices. En tout cas contre ces personnes dangereuses. Et finalement, ce sont toujours les mêmes qui sont plus contrôlés. Et là, j'arrive à la deuxième partie. Désarmer, et on ne parle pas que physiquement, c'est-à-dire on ne désarme pas seulement le citoyen d'une arme qu'il aurait, même si ça a été fait également, je rappelle, les opérations de récupération des vieux fusils du grand-père, comme il disait, pour que plus personne n'ait de fusil, pendant que les banlieues sont bourrées de Kalachnikov. Mais ça, c'est désarmement concret au premier degré. Et vous parlez aussi de désarmement moral et mental de la population. C'est-à-dire que nous ne sommes plus du tout prêts à résister, finalement. Et ça, c'est une forme, enfin, c'est une responsabilité de l'État qui participe de ce désarmement. Donc, finalement, qui nous affaiblit face aux bandes, mais qui elle-même, cet État n'agit pas contre ces bandes. Alors ça, la question que vous posez, elle met le doigt sur le processus de formation de l'État moderne. Et le processus de formation de l'État moderne, c'est quoi? C'est la construction du monopole de la violence légitime, Eh oui. c'est-à-dire les éléments de violence, c'est-à-dire la police et l'armée appartiennent exclusivement à l'État. Et c'est un processus. Le sociologue Norbert Elias, feu le sociologue Norbert Elias, un des grands savants du XXe siècle, dit à ce sujet, c'est un processus de civilisation au sens où on désarme le citoyen, où on lui retire, au fond, toutes les raisons qu'il aurait d'utiliser la violence. Et il a une formule à cet égard qui dit « L'État moderne a transformé le chevalier en courtisan ». Mmh. Et à l'heure actuelle, on est à fond dans cette logique. Oui. On dit le bon citoyen, c'est celui qui paye ses impôts. Mmh. On ne parle même plus du vote, on ne parle même plus. Or, la Révolution française a quand même mis en avant la notion de nation en armes. Plus tard, on a Jean Jaurès, le socialiste, qui, dans son ouvrage L'armée moderne, propose de désarmer l'armée et d'armer le peuple pour renforcer la démocratie. Donc, on a tout un pan de réflexion qui est bien conscient que si on laisse uniquement le monopole étatique en route, le résultat est celui qu'on a à l'heure actuelle, hein, des banlieues remplies de Kalachnikov, parce que là, c'est plus considéré comme l'État, c'est considéré comme des forces avec lesquelles il faut essayer de négocier, mais que l'État concentre les restes de son pouvoir régalien sur, on va dire, la population d'ores et déjà pacifiée. Mmh. C'est propre à la France. On a des analyses assez poussées sur la fameuse tolérance zéro aux États-Unis dans les années 80-90. Et ceux qui regardent ça disent non, non, c'est pas, il n'y a pas eu une mise au pas des gangs, il n'y a pas eu une mise au pas des Les voleurs ou trafiquants, oui. des assassins. Il y a eu un marchandage, un marchandage. Et il le montre très bien en disant voilà, qu'est-ce qui fait fonctionner
les grandes villes américaines, eh bien, c'est le tourisme intérieur, les grandes conventions qui se réunissent pendant 10 jours et qui, à ce moment-là, occupent les hôtels, vont au restaurant. Et puis, les analystes disent, bon, et puis c'est à ce moment-là aussi que, comme les Américains n'ont pas beaucoup de vacances, ils se lâchent un peu, ils consomment de la drogue. Donc, le deal est assez simple. On a un centre-ville où on ferme un petit peu les yeux quand il y a quelques sachets de drogue qui circulent. En revanche, on veut plus de violence. Et donc, il y a un marché, un marchandage qui se fait avec les banlieues, les banlieues violentes, les gangs des périphéries, etc. Et donc, Donc ça, c'est un phénomène et que l'on retrouve dans toute l'histoire de l'État moderne. Ce que l'État ne peut pas détruire, il va s'en accommoder, il va essayer de marchander un équilibre en disant, vous gardez la tranquillité dans cette zone, on ne veut pas avoir de problème, mais en revanche, on ferme les yeux sur différents trafics, différentes activités. Donc ça, je dirais, malheureusement, c'est dans les gènes de l'État moderne. Est-ce que l'intervenant juste avant moi signalait sur le numérique, on y va à fond. Et tant qu'on aura je dirais, cette situation d'une d'une administration centrale qui lève les impôts, etc., etc. Et on va de plus en plus vers cette situation oui, de surveillance numérique. Mais en fait, il y a Voilà. un- Donc, il y a une quelque absence. part, Oui. Dans le quelque contrat part, social. Pardon, allez-y. On va y arriver. Il y a un petit quelque décalage. part, je dirais, si on veut mettre fin à tout ça, on va bien arriver à une transformation de l'organisation sociopolitique Mm. de nos sociétés. Mais ça va pas se faire dans la joie et la bonne humeur, malheureusement. Oui, parce qu'il y a ce qu'on dénote finalement en vous lisant, c'est que le contrat social, on peut l'appeler comme ça, n'est pas respecté. C'est-à-dire que vous, comme vous dites, vous devenez des courtisans, plus des chevaliers, plus des combattants. Bon, en échange, le bras armé de l'État vous défendra. Bon, comme c'est pas fait, et comme en plus ils considèrent ceux qui n'obéissent pas à ces lois comme étant finalement une forme d'autre entité avec laquelle il peut négocier, comme vous l'avez dit, et marchander d'égal à égal presque. On n'est plus du tout protégé par cette entité nationale. Donc, en fait, on est presque libéré de notre contrat. Ou alors il faut qu'ils reprennent, qu'ils appliquent leurs obligations. Et il y a quelque chose, en tout cas, il y a une dichotomie dans l'obligation, on va dire, nationale ou étatique, qu'il faut rattraper, soit nous en reprenant nos droits, soit l'État en appliquant de nouveau ses obligations. Alors, là, ce que vous dites là, par exemple, un philosophe comme Hobbes, dans Bah son oui. Léviathan, le signale très clairement. Parce qu'on cite toujours le Léviathan de Hobbes pour parler de la construction de l'État moderne, ce qui est vrai. Et en disant, l'individu abdique sa liberté en contrepartie de la sécurité que lui offre le Léviathan. Mm. Ouais, on revient à la construction du monopole étatique. Mais ce qu'on oublie, c'est que Hobbes dit dans la deuxième partie du Léviathan que cette abdication de la liberté ne vaut qu'aussi longtemps que l'État garantit cette Évidemment. sécurité. Ah oui. Parce que et Hobbes le dit très clairement, au moment où l'État ne peut plus garantir cette sécurité, l'individu récupère sa liberté parce que le droit de se protéger et le droit de se défendre est un droit naturel inaliénable. Oui, ça semble assez, comment dire, logique. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans une situation où si on récupérait ce droit, alors vous dites c'est pas forcément par les armes, hein, dans les exemples que vous donnez, au Mexique, etc. Mais moi, je vois mal comment on peut se défendre contre des bandes armées de Kalachnikov sans armes. Ça, c'est aussi peut-être une petite question concrète avant d'arriver à la conclusion, Bernard Wicht. Effectivement, mais c'est un peu difficile d'appeler aux armes dans ce contexte-là, parce que je dis, mais je pense que, alors, ce que j'ai essayé de mettre en évidence dans ce petit livre, c'est que, d'accord, on a des banlieues en révolte, des banlieues violentes, mais on a encore au sein des populations européennes, particulièrement
au niveau des classes moyennes et populaires, on a encore un capital guerrier qui existe. Oui, La mobilisation des Gilets jaunes, exactement. la mobilisation en été 2024 en Angleterre et en Écosse et au Pays de Galles. On parle encore d'autres mouvements qui vont dans ce sens-là. On a encore toute une frange importante de la population des sociétés européennes, que ce soit la France, que ce soit le monde anglo-saxon, que ce soit l'Europe du Nord, etc., qui est prête à résister et qui n'est pas d'accord de se laisser faire. L'excellent écrivain Guy Lui le dit, elles ne sont pas d'accord de mourir ou de disparaître. Oui. Et ça, c'est un capital sur lequel il faut construire, il faut rebâtir. Ça ne va pas sans une réappropriation de l'économie. À l'heure actuelle, il ne faut pas oublier la dynamique du capitalisme qui a, au fond, Détruire les liens. détruit, qui a détruit. Et d'ailleurs, là, Braudel est très clair, hein, le capitalisme assèche l'économie de marché. Donc, si on revient à une forme, je disais, à une organisation sociopolitique qui est beaucoup plus orientée sur le local, Ouais. on aura aussi la chance de créer un tissu économique qui va permettre à ces classes de reprendre un peu l'ascendant dans nos sociétés. Donc, c'est un processus de fond, c'est un processus, mais où il y a de solides raisons de penser que c'est tout à fait faisable et que ça se fera. Oui, d'ailleurs, je vais lire votre conclusion, enfin un point de votre conclusion. Au final, je suis donc convaincu que c'est de l'élaboration d'un modèle d'autodéfense viable et efficace qui serait fondé sur le capital guerrier dont vous parliez encore mobilisable dans nos sociétés, vous citiez notamment les Gilets jaunes, qu'on va pouvoir mettre en place la survie des communautés locales et à plus long terme, peut-être l'accouchement d'un nouvel ordre sociopolitique. Voilà donc un livre très, très intéressant pour mieux comprendre les véritables menaces. Et je fais un petit rappel sur les autres sujets qu'on a abordés aujourd'hui, notamment le fameux documentaire sur la menace russe. Eh bien, méfiez-vous, il n'y a pas que la menace russe, même si évidemment on peut la prendre en compte, mais il y a des menaces internes dont on ne vous parle pas. Et c'est à nous d'entrer justement dans cette citoyenneté guerrière, on va dire, résistance mentale, vous l'avez dit Bernard Wicht, avant même une résistance physique. Mais d'abord, réarmons-nous et préparons-nous tout simplement à cet esprit de résistance dont vous parlez. Merci beaucoup Bernard Wicht, et je rappelle le titre de votre livre, Guerre en Europe, gang contre milices privées. C'est un livre court, très compréhensible et vraiment un petit manuel de reprise justement de reprise en main de cet esprit, on va dire guerrier, on peut l'appeler comme ça. Merci encore Bernard Wicht, et c'est donc, je disais, un livre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci à vous tous. On vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.